Chaque fois. Je suis Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem, située sur la région bordelaise, qui transmet les danses plutôt ce qu'on appelle afro-descendants, même si c'est un terme qui est discutable, et créateur du concept Caraïbe Tap, qui mélange le tap dance, ce qu'on appelle les claquettes, avec les rythmiques afro-antillaises. On va parler aujourd'hui de la réunion du Maloya avec un intervenant qui va enfin pouvoir se présenter. Présente-toi, s'il te plaît. Qui es-tu? Bonjour, bonsoir. Moi, je m'appelle Stéphane Grondin et je viens de l'île de la Réunion et du sud de l'île de la Réunion, plus principalement d'une ville qui s'appelle Saint-Joseph. Je suis spécialisé dans la pratique du Maloya depuis maintenant un peu plus d'un quart de siècle. C'est pas mal en termes d'expérience, là. Voilà. Alors, on va parler aussi d'une autre réalisation que tu as eue par rapport à ça. On en parlera plus tard et ça sera important de le noter. Est-ce que tu peux, juste pour continuer de te situer, dans le Maloya, tu pratiques, tu chantes, danses et joues la musique? Je pratique les deux Maloyas, c'est-à-dire le Maloya rituel et le Maloya profane. Donc, du côté profane, je chante, je joue et j'essaye de danser parce que c'est une des facettes un peu plus compliquées pour moi. J'ai deux pieds gauches, mais j'ai des amis ou des masculins et féminins qui sont d'excellents danseurs de Maloya, qui sont un peu plus à l'aise avec leur body, comme on dit. Mais moi, je suis plutôt axé sur les pratiques chantées et musicales et aussi un travail, on va dire, ethnomusicologique autour du Maloya. D'accord, voilà. Très bien. Ma seconde question, comme à chaque fois, pour placer un contexte, puisque on parle de culture dans le vrai sens du terme, sans vouloir faire de critique de la culture politique. On va parler donc de la Réunion, de l'île de la Réunion. Est-ce que tu peux nous dire dans tes mots, et en plus vu que tu es sur place, que tu es vraiment insulaire, est-ce que tu peux nous parler de l'île de la Réunion? Ben, je vais essayer de parler succinctement d'un sujet qui peut être très, très grand et très foisonnant à développer. La Réunion est une île française de l'océan Indien, dans le sud-ouest de l'océan Indien, à proximité de Madagascar, environ 700 km à l'est de Madagascar, et un petit peu plus la Réunion est en sandwich entre Madagascar et l'île Maurice, pour les gens qui connaissent plus l'île Maurice, qui est une destination touristique beaucoup plus connue que l'île de la Réunion. La Réunion fait 2600 km², environ 850 000 habitants, qu'on appelle les créoles. Notre langue maternelle, c'est le créole réunionnais. Et les différentes composantes ethniques de la Réunion sont ce qu'on appelle les CAF, c'est les descendants des engagés ou des esclaves d'origine africaine, malgache et comorienne. Après, il y a les Malbars, c'est les descendants des engagés qui sont venus de la côte sud de l'Inde dans la deuxième moitié du 19e siècle, les Coulis, comme on appelle ça aux Antilles. Il y a les Yaks, c'est-à-dire les petits blancs pauvres, c'est moi, hein. Voilà. C'est pas les descendants des gros propriétaires terriens, c'est les petits. C'est les descendants des premiers colons de l'île de la Réunion, les premiers petits colons pauvres qui sont venus ici à la fin du XVIIe siècle. Et il y a les Chinois qui sont essentiellement venus de la région de Canton, des Hakka. Et il y a les Arabes ici, un vocable arabe c'est utilisé pour dénommer les Indiens indo-musulmans qui viennent soit du Gujarat, soit de l'actuel Pakistan. Ça, ce sont les 5 composantes traditionnelle du peuplement de la Réunion, à laquelle s'ajoutent les gens qui viennent de la France, qu'on appelle ici sous le sobriquet de Zoreilles, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'Hexagone et qui viennent travailler à l'île de la Réunion
pour un certain temps, qui finissent par rentrer chez eux après. Voilà. Ouais, d'accord. Bah, alors, pour le coup, le terme zoré est utilisé aux Antilles aussi. De moins en moins, mais c'est vrai que c'est un terme assez traditionnel chez nous. Bien. Alors, le sujet en lui-même. Il y a, comme dans chaque sujet qu'on traite dans cette émission, la première chose qu'on a quand on arrive sur un style de danse, c'est son nom, c'est le mot. Est-ce que tu peux nous définir le mot Maloya? Est-ce qu'il est d'une langue particulière? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il a des ancêtres en particulier? Le terme en lui-même, est-ce que tu peux l'expliquer? Le terme Maloya est un terme qui a une utilisation assez récente à l'île de la Réunion sur le côté musique à écouter. Le premier disque de Maloya qu'on appelle Maloya traditionnel, c'est-à-dire un Maloya joué exclusivement avec des percussions et avec un chanteur et deux chœurs qui lui répondent, c'est qui ressemble un peu au bélé de chez toi, ça date de 1976. Avant, oui, c'est récent, c'est il n'y a pas 50 ans, hein, que le premier album, le premier disque de Maloya dit traditionnel est sorti. Avant, il y avait des musiciens qui jouaient une musique qu'on appelle aussi le Sega à la Réunion. Le Sega Maloya, c'est une musique en mode mineur, et sur le tempo 6-8 océan Indien, avec, qui est accompagné avec des instruments mélodiques occidentaux. Ça s'appelle le Sega Maloya. Ça date à peu près des années 50, où ça a commencé à sortir en 78 tours. Mais ce n'était pas le Maloya des arrière-cours. Et les premières sources bibliographiques qui citent le Maloya, ça date des années 1920 à La Réunion, pour dénommer la musique des descendants des engagés et des esclaves originaires d'Afrique et de Madagascar. Le mot en lui-même, il a plusieurs possibilités d'origine. Il y a une source malgache qui dit que le Maloya, c'est un sentiment de douleur. On a la nausée, c'est un peu comme le blues. Maloya. Ouais. Il y en a qui disent que ça vient de Madagascar, ça viendrait du fait on vomit sa souffrance à travers une forme de Maloya. Il y a d'autres personnes qui viennent du Mozambique qui disent que le Maloya, c'est une forme plurielle de gens qui pratiquent les sciences occultes. Parce que le Maloya est lié aussi à un culte des ancêtres, à un culte animiste qui ressemble un peu au vaudou, si on veut. Donc, il y a des gens qui viennent du Mozambique qui disent que Maloya, ça viendrait d'un groupe de personnes qui pratiquent des sciences occultes. Et il y a aussi des gens qui disent que le Maloya viendrait d'Inde, parce qu'il y a un endroit pas loin de New Delhi qui s'appelle le district Maloya. Il y a une langue vernaculaire en Inde qui s'appelle le Malayam. Et il y a aussi, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a le vocable Maloya qui est utilisé, je crois, chez les Mandingues pour désigner un sentiment de honte ou de gêne par rapport à une certaine situation. Donc, c'est un terme polysémique, on va dire. Le Maloya, on ne sait pas véritablement d'où ça peut venir. Mais avec tous les petits éléments qu'on peut retrouver, on se dit qu'il y a un peu de tout ça dans le Maloya. C'est la Réunion mélangée, donc quel que soit le moment où on entend Maloya, on peut se dire qu'il y a un peu de Madagascar, un peu de Mozambique, un peu d'Inde, un peu d'ancêtres qui viennent du golfe de Guinée. Et tout ça, c'est créolisé. Ouais, d'accord. Ok. Alors, rentrons directement dans le style en lui-même. Est-ce que tu peux nous donner une époque, une période et une communauté en particulier d'où a émergé, d'où est né ce style musical et dansé? Le style musical qu'on appelle aujourd'hui Maloya était appelé pendant toute l'époque coloniale Sega, comme toutes les des îles de l'océan Indien. Mais c'était le Sega des Noirs, le Sega des Cafres, comme on l'appelle ici. Ouais. C'était ça. On peut dire qu'il y a des différents faisceaux d'indices nous disent que ça doit exister, ce style musical-là, bien sûr, d'une manière un peu, peut-être pas exactement comme aujourd'hui. Ça a existé depuis le temps de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les îles de l'océan Indien. Donc, toutes ces musiques sont des musiques créoles qui sont des mélanges à différents degrés de mélange d'influences malgaches, comoriennes, africaines et indiennes. Et bien sûr, et aussi européennes, hein, parce qu'il y a des romances et des chansons européennes qui sont reprises et créolisées, qui servent souvent d'interlude
d'introduction, pardon, au maloya qui est dansé sur le rythme ternaire. Donc, le maloya qu'on utilise aujourd'hui, il a été appelé pendant très longtemps Sega. Et jusqu'aux années 1920, 1930, c'était Sega. Et après, on a commencé, les savants qui commençaient à s'intéresser un peu plus à ce style musical, qui est un style musical des gens de basse condition. Comme on dit aux Antilles, c'est la musique des vieux nègres. C'est ça. Voilà. Et c'est une musique des gens de basse condition. Donc, à partir des années 1930, 1920, 1930, on a commencé à parler de Sega, Sega Maloya, Maloya. Et le terme Maloya qu'on utilise aujourd'hui, il s'est généralisé à partir du début des années 80 à l'île de la Réunion. Et voilà tout ce cheminement historique sur l'utilisation du terme Maloya dans notre pratique musicale à la Réunion. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est à la base un ensemble ou un style musical qui est pratiqué dans tout l'océan Indien et qui, en gros, c'est plus ou moins spécialisé selon les îles. C'est ça, oui. Chacun a sa spécialité, oui. Voilà. C'est ça, puisqu'on est d'accord, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, qu'aujourd'hui, si je prends le Maloya et que je le mets à côté peut-être du Sega de l'île Maurice, j'y entendrai une différence. Tu entendras une différence, mais tu entendras aussi des similitudes, parce que c'est la même source originelle, mais après, comme ça, c'est pas développé sur les mêmes territoires, mais il y a des spécificités musicales par rapport à chaque île, à chaque région des îles. Voilà, il y a un fond commun dans les thèmes chantés, dans les thèmes chantés, les histoires racontées, dans la façon dont c'est interprété, dans l'utilisation des tempos, mais il y a des petites nuances. Ben, c'est pas exactement pareil, comme on dit à La Réunion. Excuse-moi, quand on dit à La Réunion, il y a plusieurs recettes du rougail saucisse, mais tout le monde fait le rougail saucisse, tout le monde croit faire le rougail saucisse, c'est la vraie recette. Je ne sais pas les recettes typiques de chez vous, mais pour le Maloya ou le Sega, c'est pareil. Chacun prétend, à juste titre, jouer une version roots, une version originale des musiques anciennes, mais chacun y apporte sa part de son feeling, sa personnalité dans sa pratique musicale. Mais c'est une musique qui a un fond commun qui date, comme je te l'ai dit, du milieu du XVIIIe siècle dans les îles de Mascareigne. Ouais, d'accord, ok. Alors, maintenant que je situe ça à peu près, est-ce que tu peux me donner des contextes différents à ça? Alors, j'explique un petit peu parce qu'il y a aussi des gens qui sont en live. En Europe, on étudie généralement la danse de façon savante, on fait un gros tas. C'est-à-dire que si vous faites un peu de sociologie ou d'anthropologie de la danse, on va vous dire qu'il y a 3 ou 4 contextes, 3 plus 1 pour être très exact, hein, le cérémonial, le social ou le festif et j'oublie, le spectacle. D'accord? Et puis on vous met un plus 1 pour la compétition parce que c'est aussi de la danse, mais c'est une forme qui fait que ça sort de l'art, ça devient du sport. D'accord? Et on se dispute tous pour savoir si la danse c'est du sport ou pas. Moi j'ai écrit un article pour dire que ça n'en est pas. Mais voilà, ça pour le coup c'est encore en discussion. Donc il y a des contextes qui font que des fois un même style peut se jouer différemment, se chanter différemment, se danser différemment. Pour mes amis qui font des danses afro-cubaines, par exemple, les orishas en costume à paillettes très jolis que vous allez faire sur scène, vous n'allez pas vraiment voir exactement la même chose dans une cérémonie, vous voyez? Donc, voilà, ma question est du coup, est-ce que pour le Maloya, on peut y voir différents contextes? Effectivement, il y a plusieurs contextes d'utilisation du Maloya. Ben, il y a les 3 premiers contextes que tu as cités, hein. Il y a le contexte cultuel qui est lié au culte des ancêtres à La Réunion, africains, malgaches, essentiellement. C'est un culte des ancêtres qui est rendu de manière annuelle, hein, ici. Ça s'appelle le service cabaret ici. Et il y a aussi la pratique du Maloya d'une manière, on va dire, une danse sociale. Quand il y a une fête familiale, un mariage, fête de fin d'année, on a picolé un petit peu, on commence à taper sur le coin de la table, on a un tambour, on joue, on danse le Maloya. Mais ça, c'est dans certaines familles, c'est pas quelque chose de généralisé à l'île de la Réunion. Ouais. Et après, il y a le contexte de danse du Maloya qui est mis un peu sous forme soit de ballet, avec des troupes traditionnelles où il y a plusieurs danseuses,
essentiellement, quelques rares danseurs de Maloya, comme certaines troupes folkloriques dans les années 80, il y avait des fois des danseurs et des danseuses de Maloya. Et après, il y a les danseuses plus contemporaines qui mélangent des pas, comme la danseuse que tu as pu voir sur la vidéo, on a diffusé là. Et elle, ben, elle danse super bien le Maloya, mais elle danse aussi dans le modern jazz et d'autres trucs aussi. Donc, elle mélange tout ça pour faire une pratique Maloya scénique qui soit moderne, quoi. Je sais pas, on peut pas faire la même chose qu'on fait dans la cour sur la scène. Et ce qu'on fait dans la cour de manière, on va dire, profane, c'est pas la même chose qui est fait quand on fait la musique rituelle. Ouais. Ok. Pour ça, pareil, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez avoir un détail de comment ça se passe quand on prend une danse du folklore dans sa tradition pour le mettre sur scène, je vous renvoie à l'émission avec Zoltan Smarzlik sur les danses de caractère. C'est la définition du truc, hein, quand on prend un folklore qui était dans la tradition, on le sort, on le met sur scène, on change des lignes, des formes, ça devient de la danse de caractère. Je vous renvoie à cette émission-là. Du coup, je vais m'arrêter un petit peu sur la première dont tu as parlé, qui est la forme cultuelle. D'accord? Est-ce que tu peux nous dire, alors, ce qui est permis de dire, bien sûr, parce que des fois, je sais que dans les cultes, il y a des choses qui ne se disent pas. Est-ce que tu peux nous dire la forme que ça a? Est-ce que... Alors, je vais poser les questions toutes simples. Combien de danseurs, combien de musiciens, le chant, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a une raison de danser? Oui. Voilà. Comment ça se passe? Pas trop de détails, c'est ça? Non, pas trop. En même temps, pour que je puisse te répondre et que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc, le Maloya, quand on le danse dans une cérémonie, dans un rituel, il y a deux formes de danse. Comme je te l'ai dit, il y a la danse ritualisée, c'est-à-dire une certaine forme de possession. On appelle ça la danse à la réunion. Quand quelqu'un rentre en transe, on dit qu'il danse, que l'esprit danse à travers lui. Après, on y croit, on n'y croit pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait généralement quand les personnes qui sont dites possédées, elles entendent, ou l'esprit qui est censé les posséder entend une chanson qui l'émet de son vivant, ou une chanson qui le titille, et bien là, la personne, l'esprit se manifeste à travers cette personne. C'est une danse ritualisée, une danse de possession. Après aussi, dans les rituels aussi, souvent, il y avait la partie semi-profane, parce qu'on dans différents endroits de l'île, il y a différentes pratiques. Hein. Moi, je te parle des pratiques du sud, là où je suis, et que je maîtrise un peu mieux. Dans l'Est, souvent, il y a les cérémonies où les gens ne font que des danses de possession. Voilà, ça c'est lié à des pratiques, on dit d'ascendance malgache, qui sont liées à une cérémonie qui s'appelle le Trumba ou le Bil à Madagascar. C'est des cérémonies, on va dire un peu, peut-être pas le bon mot, mais d'exorcisme. On fait danser les esprits. Et dans le sud, quand on danse le côté Maloya, il y a une partie où il y a de ce que je viens de te dire là, la danse rituelle, et il y a une danse semi-profane aussi qui se fait sous un endroit qu'on appelle la salle verte ici. Il y a l'orchestre qui joue du Maloya, il y a le rouleur, le gros tambour, le tonneau avec une pomme bœuf dessus. Il y a des sonnailles, on y utilise des sonnailles aussi après, c'est comme le tibois aux Antilles, mais nous on utilise un vieux bac en tôle, on appelle ça un fer blanc ici, on tape dessus, on appelle ça sati ou piqueur, c'est le même rôle que le tibois aux Antilles. Et on a l'idiophone, le kayam, c'est un radeau, hein, c'est la famille des maracas, c'est le même principe que le chacha quand on joue du gros cas. Et la graine, on secoue ça, il y a le tambour, c'est le rouleur, il y a l'idiophone, c'est le bac en tôle, on tape dessus, sinon c'est un morceau de bambou. Et aussi, il y a le kayam, le hocher, qu'on secoue en rythme pour donner le rythme du Maloya, pour accompagner la danse qui est soit une danse rituelle avec des chansons bien spécifiques pour les danses rituelles, et soit pour les danses semi-profanes, c'est des danses qui se dansent avec des thèmes Maloya un peu monotones. Comme je te disais, le Maloya malgache, le thème malgache, on te dit qu'on crie sa douleur. Tu vois, on appelle ça à la Réunion. C'est comme le blues. Voilà, il y a ces danses-là. Ça, c'est ce qui se fait de manière traditionnelle au niveau quand il y a le culte. Après, il y a des heures bien spécifiques. On danse telle chanson, on chante telle chanson. C'est censé, ça respecte une certaine forme de liturgie. Voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire là-dessus. C'est très bien. Voilà, et il y a des ouvrages là-dessus qui existent. Il y a un très bon ouvrage. Et je te donnerai les liens pour que les gens puissent, si ça les intéresse,
connaître un peu mieux le mariage des cultures, des cultes à l'île de la Réunion. Et il y a des liens aussi sur YouTube que je donnerai les liens. Les gens pourront voir des vidéos, des rituels qui étaient organisés par des sommités du service cabaret à la Réunion il y a très longtemps, les grands, comme on appelle ici. Je te donnerai tout ça après. Comme ça, les gens découvriront ce qui fait le charme du Maloya originel. Ouais, bien sûr. Je voudrais m'arrêter juste sur un mot que tu as dit. Tu as bien dit le mot cabaret. Cabaret, oui. Ok. Alors, ça va m'aider. Non, mais ça va m'aider pour une autre recherche parce que j'ai entendu le même mot en cherchant sur Haïti. Et on est d'accord que pour ceux qui n'ont pas de notion de géographie, Haïti et la Réunion, c'est loin. D'accord. Très loin. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça. Alors, je pense qu'il y a une espèce de filiation, mais ça n'a quand même rien à voir avec le cabaret quand vous allez au Moulin Rouge. D'accord. Donc, est-ce que toi, là, comme ça, tu aurais une idée de l'origine de ce mot? Pourquoi on appelle ça cabaret? Il y a plusieurs hypothèses là-dessus, à l'île de la Réunion. Les anciens déjà, certains ne disaient même pas Maloya, ils disaient et on chante cabaret. Déjà. C'est une autre spécificité locale. Le terme cabaret, j'avais rencontré quelques intellectuels du réunionnais qui étaient des grands militants culturels, comme Serge Sinamalé de la troupe Simondef, qui est mort en 2008, qui était une bibliothèque vivante du Maloya, ce qu'on appelle le Maloya aujourd'hui, et il disait que autrefois, à l'île de la Réunion, il y avait des petites boîtes de nuit, comme on l'appelle maintenant. On appelait ça les cabarets. Donc, les gens, il y avait des petits ports de cabotage qu'on appelle les marines qui étaient situés un peu partout à l'île de la Réunion, qui n'avaient pas de route, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Donc, les gens passaient de village en village, soit en marchant à pied, soit en prenant les cabotages autour de l'île pour aller transporter des marchandises. Et le cabaret, c'est un peu comme un pub, si tu veux. Donc, les gens allaient dans ces soirées-là, dans ces boîtes-là, dans ces pubs, on va dire, pour se distraire. Donc, on chantait des chansons à consonance française, des chansons à boire du XVIIIe siècle, comme par exemple la chanson qui s'appelle ici Valet, Valet. C'est Valet, Valet, prêtez-moi ton fusil, voilà l'oiseau, prêt à voler. Tu vois, des trucs comme ça, qui sont créolisés. Et les gens, ils picolaient. Bon, c'était un peu comme un saloon, si tu veux. Ouais. Voilà. Donc, il me dit qu'il y avait une possibilité de dire que quand il y a une fête, on va faire un cabaret. On va faire comme dans un cabaret. Il y aura à boire, à manger, à danser. Il va y avoir ça. C'est comme une fête, une service party, comme à une certaine époque on pouvait le dire. Mais il m'a dit que c'est une possibilité pourquoi on utilise le vocable cabaret pour ça. Parce que fête, le cabaret, c'est une fête. Et il y a d'autres gens qui utilisent un vocable malgache qui s'appelle kabar. Mais il y a des gens qui disent cabaret, kabar, ça veut dire une assemblée du village. On vient, on raconte ce qu'on a à raconter. Des personnes disent aussi que on est né dans le Maloya et on a grandi dans le cabaret. Parce que le Maloya, c'est une façon d'interpréter où on chante généralement en question-réponse. Et le cabaret, je chante, je raconte une histoire. À la Réunion, c'est la conception réunionnaise. Hein. Je chante une histoire. Toi, tu répètes ce que je dis. Et là, ce n'est pas une partie dansée, le parti cabaret. C'est la partie déclamation. Et quand on casse le rythme pour danser, là, on dit on casse le cabaret en Maloya. C'est... Mais pour le coup, ça me rappelle même d'autres. Il y a d'autres styles qui fonctionnent un peu comme ça. Je pense à la rumba, par exemple, qui a ce temps déclamé et après le temps où il y a les chœurs et on danse, etc. Ok. Et je continuerai mes recherches sur ce terme. Il est intéressant. Bien. Alors, au-delà de ça, on a parlé de la partie de la partie culturelle. Est-ce que tu peux nous dire quand même deux mots sur le Maloya festif? Le Maloya festif, le Maloya descend en son essence même, c'est pas forcément une musique festive, c'est un exutoire. C'est la musique, c'est un exutoire. Les journaliers agricoles, quand ils arrivaient en fin de semaine, ils étaient payés à la semaine, donc ils se retrouvaient souvent devant les boutiques, les tavernes comme on dit en français, et là, on payait le coût, on payait son crédit, ce qu'on devait, on achetait des courses à la semaine chez le boutiquier.
Et là, on picolait un peu. Il y en a un qui chantait, l'autre qui répondait. Après, il y avait la danse moringue aussi. C'est la danse de combat qui ressemble un peu à la capoeira. Il est dansé aussi. Et à la partie, quand on dit festif, c'est-à-dire qu'on chante un petit peu des choses grivoises. Hein, on parle souvent des choses d'adultes, mais avec un peu comme les gens de La Fontaine, avec des paraboles, avec des métaphores. Donc, il y a cette partie-là. Et aussi, ça, c'est le Maloya devant la boutique. Et il y a le Maloya qu'on appelle Maloya festif. On faisait, par exemple, des balles Maloya ou des balles cabaret. C'était pas une soirée où on invoquait les esprits, c'était un bal où on dansait que le Maloya. On appelle le Maloya. Danser dans les arrière-cours des propriétés agricoles. Les logements des travailleurs, on s'appelait ça les calbanons à La Réunion. C'est des grandes longères et les gens préparaient une pièce et le soir, ils faisaient un bal où ils dansaient que le Maloya. C'est ça le Maloya festif. Et là, on dansait par paire, une dame, un cavalier. Mais ça ne se touchait pas. Ça s'appuie pas, ça se jauge, ça tourne autour d'un poteau central qu'on appelle les arcs-boutants de la salle verte. L'homme et la femme, ils dansent autour du poteau. Et quand une dame et un mec, ils dansent, une autre dame veut rentrer. Quand elle rentre, la dame qui est en train de danser, elle sort. Et elle essaie de danser là. Et si son cavalier, lui, il est encore dans le rond autour, ben, quand il voit que sa cavalière elle rentre dans le rond, il vient, il coupe l'autre danseur et il danse avec sa cavalière. Et ainsi de suite. On danse comme ça pendant toute la soirée. Ok. Voilà. Le festif d'autrefois. Et maintenant, on danse un peu comme dans une boîte de nuit, tout le monde il saute en haut, comme des concerts de rock, et tout le monde danse un peu plus ou moins tous ensemble. Mais avant, c'était très codifié, le côté festif. Quand on dansait le Maloya, c'était une dame, un cavalier, et ça faisait comme tu viens de te l'expliquer là. Maintenant, la modernité, grâce au Maloya qui est joué sur la scène, les gens, quand ils vont faire un Maloya festif en famille, souvent, tout le monde danse un peu plus ou moins dans son coin. Mais ce que je viens d'expliquer, ça c'était la codification du bal Maloya d'autrefois. Je n'ai pas vu, moi, hein, c'est des anciens qui me l'ont dit et qui me le répètent, les derniers qui ont des 70 ans à monter maintenant, qui me disent que jusqu'à les années 60, 70, dans les milieux populaires, ils dansaient le Maloya comme ça. D'accord. Et en termes d'instruments, c'est la même structure que la version cultuelle, que la version profane? Oui, c'est plus ou moins toujours les mêmes instruments. On peut y rajouter le bob, c'est le cousin du berimbau brésilien, c'est un arc musical. Comme il a une faible sonorité, des fois, bon, il est là juste pour dire qu'il est là, hein, mais c'est plus ou moins toujours les mêmes instruments. Après, la façon dont c'est joué, la façon dont les rythmes sont joués et les thèmes abordés ne sont pas les mêmes. Donc, la cadence n'est pas la même, ça n'amène pas à la même pression sur la personne dans la danse. La danse festive, ben, c'est chaloupé, c'est cadencé, on casse les cuisses, c'est-à-dire qu'on plaisante, on harangue un peu les gens qui sont autour de nous, mais le culturel, on utilise les mêmes instruments, mais le culturel, on utilise les mêmes instruments, mais comme c'est pas le même contexte, donc il y a une part de mystique et de sacralité qui n'existe pas dans le Maya où on est en train de s'amuser. D'accord. Alors, petite question, du coup, sur cette version profane, toujours, est-ce qu'il y a des codes, des pas, des mouvements codifiés, des bases, comme on pourrait dire sur, je sais pas moi, si je te parle du jazz, je vais te dire, eh ben, il y a le inch, il y a la pirouette, il y a des bases codifiées. Est-ce qu'en Maloya, il existe un certain nombre de pas codifiés, ou est-ce que, comme le Kasekor en Guyane, en fait, c'est une expression libre? Le Maloya, c'est une expression libre, principalement. Okay. Bien sûr, il y a des figures qui reviennent parce qu'on a vu un ancien ou une ancienne danser qui faisait tel geste au niveau des mains sur les hanches, ou sinon qui mettait les mains derrière le dos pour danser, des gens qui piétinent, des gens qui dansent un peu sur la pointe des pieds, des gens qui dansent, qui lèvent les mains en haut, sinon qui tournent, qui font la toupie, qui tournent sur eux. Ça, c'est des expressions libres. C'est pas codifié, c'est pas comme une danse de salon, il y a la première figure, deuxième figure et tout ça. On a quelques postures, je sais pas, je connais pas les termes scientifiques de la danse, hein, quelques postures, quelques gestes qui existent, qui sont là pour, quand on exprime, on est un peu content, ben, des fois, on danse, on a un peu les mains qui sont un peu devant nous comme ça, il y en a qui dansent, qui lèvent les mains en haut, ou qui mettent la main derrière la tête comme ça quand on danse, c'est tout, il y a, on se laisse aller un peu à son imagination,
Et aussi, mais par contre, il y a des façons de danser que les anciens ils disent, ben, ça c'est plus comme les CAF, c'est-à-dire les Africains. Quand on danse, on pile le et ça ressemble à la danse des Africains. Ou dans une autre manière, on dit que ça ressemble à la danse malgache. Ou d'autres, quand on roule plus le bassin, quand on danse, on dit on roule ses gars. Tu vois, ça dépend. Bon, il y a plein de subtilités. Voilà. Ok, ok. Alors, prochaine chose, puisque là, on situe un petit peu la danse, le contexte, etc. Est-ce qu'il y a des noms, des gens, des légendes du Maloya, des gens qui ont... alors, je ne veux pas forcément dire peut-être les pionniers, parce que ça date quand même d'une certaine époque, mais des grands noms, des grands orchestres, des grands danseurs, des grands musiciens, des grands chanteurs qui ont marqué l'histoire. On va pas aller jusqu'au 19e siècle, ça, on n'a pas de preuves exactes, mais on va dire que les plus grands Maloya contemporains, c'est-à-dire qui sont connus depuis les 50 dernières années, les premiers à avoir été véritablement médiatisés, c'était les Ramouches. Ramouches, c'était 3 frères qui venaient d'une ville qui s'appelle Saint-André dans l'est de l'île. C'est des descendants d'engagés malgaches. Ils jouaient le Maloya culturel et chez eux, et le lendemain du culte, ils faisaient un Maloya profane. Ils ont été abordés à une époque par les instances culturelles de l'île. On faisait des reportages chez eux, on faisait des photos. Il y avait des médias qui venaient de l'Hexagone, qui venaient faire des émissions ici. Mais c'est très ancien et on n'a pas, aujourd'hui, en 2021, on n'a presque plus d'archives d'eux. Après, il y a eu la famille Vicky de Saint-Pierre, eux qui sont des métissés entre des descendants d'esclaves et d'engagés africains et des engagés indiens, c'est eux qui ont enregistré les premiers vinyles de 33 tours de Maloya, les Viri et les Lagarigue. Donc, ça, c'est les pionniers du Maloya enregistré. Après, il y avait un chanteur de Saint-Benoît qui s'appelait Gramoun Lélé, lui aussi qui a enregistré, qui a enregistré du Maloya aussi. Il y avait un autre vieux chanteur très célèbre à La Réunion, mais qui est mort depuis un certain temps maintenant, qui s'appelait Le Roi Carf, lui qui était un métis africain et malgache. Et voilà, c'était les grands noms d'autrefois. Après, il y a Daniel Waro, que les gens connaissent en tant que chanteur à texte qui utilise le Maloya. Il y a, je parle de Maloya, essentiellement de Maloya avec percussion et instruments et voix. Après, tu as d'autres chanteurs comme Grand Mounselo de la troupe Roseda. Tu as René Paul Eleliara, lui aussi, qui a une troupe qui s'appelait Kisaladi et Okile. Après, tu as d'autres chanteurs plus contemporains, d'autres mais qui chantent bien toujours du Maloya typique, le Maloya dit traditionnel, mais qui sont plus contemporains. Après aussi, tu as des gens qui ont utilisé les rythmes du Maloya, les codes du Maloya pour faire ce qu'on appelle le Maloya électrique. C'est-à-dire, il y a Alain Peters, qui est une des célébrités de la scène locale, qui était un poète et qui utilisait certains codes du Maloya, certaines mélodies, et c'est un des interprètes les plus connus de la musique réunionnaise. Après, tu as des groupes comme Carousel, tu as des groupes tu as un interprète qui s'appelle Tifok, c'est un métis Kaf et chinois, lui, et qui est une des sommités de la musique locale. Tu as des groupes comme Bastea qui joue du Maloya électrique. C'est un groupe très célèbre à La Réunion. Tu as un groupe qui s'appelle Où ça nous ça va, Où allons-nous, qui vient du sud de l'île aussi. C'est un des chantres du Maloya électrique. Et il y a plein de chanteurs et de chanteuses aussi, mais essentiellement des chanteurs qui ont donné des lettres de noblesse au Maloya. Et c'est surtout à partir des années 1980, avec la libéralisation des ondes radio et l'ouverture des festivals de world music, que le Maloya a commencé à prendre une certaine ampleur. Et l'âge d'or du Maloya traditionnel en musique dansée sur la scène, chantée, dansée sur la scène, et qui a commencé vraiment à faire le tour du monde, c'est les années 1990. Okay. Voilà, avec tous les chanteurs que je viens de te citer là, chacun à son niveau a apporté une pierre importante à la diffusion et à la mise en lumière du Maloya espace scénique. Ok. Est-ce qu'il y a des groupes de danse, des ballets qui ont... Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Est-ce qu'il y a eu la volonté, peut-être à La Réunion, de créer un ballet pour préserver la danse ou pour la diffuser? Là, je parle vraiment de la partie de danser. Est-ce qu'il existe un ballet, des groupes, des troupes? Actuellement, ce qu'on peut catégoriser comme un ballet, comme tu le dis,
ce sont des ensembles qu'on appelle ensembles folkloriques, qui jouent une version un peu édulcorée du maloya ancestral. C'est une version mise en scène. Et le plus célèbre des ballets réunionnais, c'était un ballet qui s'appelait Kaloupilé. Kaloupilé, c'est du nom d'une épice, la feuille de curry qu'on met dans le colombo. Tu vois. Et on appelle ça Kaloupilé à La Réunion. C'est un mélange, c'est une épice, un qu'on utilise, qu'on met dans le plat, qu'on appelle le massalé à La Réunion. Et c'est une troupe qui avait amené un style qu'on appelle le folklore ici. Ils avaient mis en scène des différentes scènes de vie de La Réunion avec des chansons et avec des danses qui se faisaient. On dansait le maloya, on dansait d'autres styles de musique. Il y avait cette formation-là. Et il y avait aussi un orchestre qui s'appelle l'Orchestre folklorique de La Réunion, eux qui ont mis en scène du maloya, du sega, du quadri créole et d'autres styles musicaux comme la majorca, la tolka, et tout ça, mais qui étaient créolisés. Ils faisaient ces pratiques musicales-là. Mais ça reste quelque chose maintenant, au XXIe siècle, d'anecdotique. Il y a quelques gens qui gardent cette pratique de danse, ballet autour des musiques que je viens de citer là, mais c'est essentiellement à vocation de valorisation dans les hôtels ou les salons touristiques. Mais c'est pratiqué en scène, c'est quand on a un concert, par exemple, il est très rare de voir encore un concert d'un groupe folklorique dans une salle de spectacle ou dans une fête foraine ou quoi que ce soit. Ça reste quelque chose qui est axé pour les publics d'un certain âge ou pour les prestations pour les touristes. D'accord. Ok. Alors, ceux qui s'intéressent à ça, allez voir ce groupe qui est sur l'histoire de danse. Et la petite info parenthèse que je mets, il a parlé du quadrille. Le quadrille est, de mes recherches, le plus grand apport européen dans les îles. Que là, pour le coup, je rajoute la Réunion, ce que je ne savais pas. Mais voilà, de mes recherches dans les Caraïbes, donc les Antilles, pardon. Donc, je suis parti de Cuba, je suis allé jusqu'à Curaçao. Alors, pas toutes les îles, mais dans la majorité des îles, il y a soit une forme qui s'appelle quadrille, soit comme en Martinique, par exemple, on a la haute taille qui est une forme de quadrille, et on en a plein d'autres. Il me semble qu'il y en a aussi à la Nouvelle-Orléans, la Guyane, je ne me souviens plus. Donc voilà, pour dire qu'il a parlé du quadrille, c'est l'apport, la plus grande influence en termes de danse de la France, de l'Europe, vers le reste. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein, la contredanse, tout ça. Mais voilà, le quadrille, c'est quand même un élément très important qui mérite étude quand on est passionné par ça. Ok, alors, on va arriver sur les dernières questions, on va dire plus contemporaines, puisque là, on situe un petit peu le maloya. Oui. Est-ce que, déjà, si voilà, quelqu'un s'intéresse au maloya, là, il regarde l'émission, il se dit, tiens, j'ai envie d'essayer, de pratiquer, voilà. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à aller écouter comme groupe, là, en ce moment, si tu pouvais me donner 3-4 groupes à écouter, ou peut-être des vidéos à aller voir, qui tu conseillerais à quelqu'un qui débute et qui veut découvrir? Quelqu'un qui veut découvrir le maloya, déjà, pour un néophyte, qu'il aille sur... sans faire de pub, hein, mais sur YouTube, qui tape Maloya. Il tape Maloya 974 pour ceux qui, au cas où, parce qu'il y a des gens qui taguent le mot Maloya, mais qui ne sont pas de la Réunion. Hein, ils taguent le mot Maloya, tu as d'autres pays qui sortent. Tu tagues Maloya 974, après tu tapes par pertinence des plus anciennes vidéos plus récentes, ou tu tapes Maloya longtemps, le Maloya d'avant, et tu as des vidéos qui te permettent de voir un panel important de pratiques anciennes, pour voir ceux qui et le maloya d'aujourd'hui, les noms que je t'ai cités tout à l'heure, où il y a des groupes ou des artistes plus contemporains qui font du néo-traditionnel, c'est-à-dire qu'ils utilisent encore les codes du maloya et ils rajoutent des instruments africains dedans, ou Afrique de l'Ouest principalement, ou la musique électro pour les gens qui aiment la fusion musicale, ou il y a des gens comme moi ou comme d'autres amis comme le groupe Kiltir, ou il y a des gens qui ont la quarantaine comme moi, hein, qu'on a commencé à jouer quand on était adolescent, nous, on garde une certaine approche, on va dire, typique, avec des instruments traditionnels, même qu'on a des approches mélodiques ou orchestration plus contemporaines, mais on garde l'orchestration des anciens. On rajoute des congas ou d'autres choses dedans
enjoliver un peu le truc, hein, parce que le maloya, comme je t'ai dit, il y a 3 instruments principalement, hein, le rouléa, le féa blanc, sati, la caisse en tôle là, et le kayam. On a rajouté d'autres instruments. Seul exemple des Gramounes qui jouaient avant nous, hein, les Gramounes, c'est les interprètes, les anciens qui jouaient du maloya. On a suivi un peu l'exemple. Après, il y a d'autres groupes plus contemporains comme l'Indigo, qui est un des groupes les plus connus de La Réunion. Lui a une influence malgache, afrobeat dans ce qu'il pratique avec son maloya modélisé, maloya power, comme il l'appelle. Après, il y a des chanteuses de maloya plus contemporains aussi. Il y a Cathy Toave du groupe Simon Gavol. C'est un groupe de femmes qui interprètent le maloya, c'est assez rare. Il y a Marie-Claude Lambert du groupe Votia aussi, qui chante du maloya contemporain, qui rajoute des influences blues, des influences jazzy aussi, des fois dans l'interprétation. Il y a plein d'interprètes, mais qui viennent d'une source, on va dire, des Gramounes des anciens. Ils ont la pratique des anciens, mais qu'ils modernisent avec leur feeling du 21e siècle. Après, il y a plein d'autres gens qui interprètent des musiques qui sonnent maloya, qui ressemblent au maloya, mais qui ne sont pas forcément des gens qui ont baigné dans cette pratique musicale depuis leur prime enfance. Par exemple, tu as des jazzmen ou des chanteurs de musique, on va dire pop, qui utilisent certains thèmes du maloya, des instruments du maloya. Tu as comme David Sicard, tu as Mehdi Gerville qui est un pianiste de jazz qui joue ça. Tu as plein d'artistes qui découvrent, des artistes réunionnais, qui se découvrent une passion pour ce qu'on appelle le maloya et qui essaient d'intégrer cet esprit maloya dans leur pratique musicale, même s'ils ont une pratique plus, on va dire, académique de la musique et du chant. Ils utilisent ça pour enrichir leur pratique musicale. Et aussi, ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles portes à la musique maloya. Moi-même, je joue du maloya traditionnel. J'ai fait plus de 20 albums avec plein de groupes en 25 ans. Et moi, j'ai toujours adoré mélanger mon maloya avec une section d'instruments avant. Des trompettes, trombones, saxophones et tout ça, pour créer un mélange, on va dire, épicé autour du maloya. Voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Après, il y a des gens, je sais, qui vivent en hexagone, qui font aussi du maloya aussi. Il y a des créoles réunionnais comme moi-même, où il y a des gens, des Français, ou des gens d'autres pays qui s'intéressent à ce style musical et qui s'essaient à chanter, à jouer, à découvrir. Et il y a des chorégraphes, des danseurs réunionnais qui sont en France, qui sont venus ici à La Réunion pour se ressourcer, pour retrouver certains codes du maloya qui intègrent le maloya dans des styles de danse plus occidentales. Je ne connais pas trop comment vous appelez les danses contemporaines ou les danses, tout ce que tu veux, les danses modernes. Ils utilisent des pas de maloya qui font des chorégraphies, mettent ça en scène. Comme il y a une chorégraphe réunionnaise qui s'appelle Florence Boyer, qui est en France et qui intègre le maloya dans sa pratique de danse occidentale, par exemple. Ouais, d'accord. Alors, j'ai 2 dernières questions qui sont importantes pour situer. La première est, est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, le maloya est assez mis en avant? Est-ce que c'est assez diffusé? Est-ce que tu estimes que, voilà, toi, tu es sur l'île de la Réunion, bien sûr, tu n'es pas en hexagone, mais est-ce que, voilà, la pratique du maloya et la diffusion du maloya aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est bien ou c'est suffisant? Ou est-ce que ça mériterait plus? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Le maloya, qui est reconnu maintenant comme patrimoine mondial de l'humanité depuis le 1er octobre 2009 à l'UNESCO, est paradoxalement une musique qui passe très peu sur les ondes à La Réunion. Le maloya, on va dire, traditionnel, parce que c'est une musique qui se vit plutôt, ça s'écoute, oui, mais ça se vit surtout, on le ressent plus. Ça passe pas vraiment sur les ondes, et c'est programmé aussi souvent dans des pubs, dans des rondavelles, des bars de plage où les gens viennent écouter du groupe de maloya. C'est des concerts gratuits. Le public du maloya, généralement, c'est des publics qui ne veulent pas trop payer pour aller voir un spectacle, parce que les gens, ils voient ça comme une musique, la cour, la cour, ça veut dire une musique populaire, une musique familiale, une musique qu'on connaît. Et pour un certain public, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il y a une pratique artistique en plus d'une pratique traditionnelle. C'est pas juste taper sur un temps et boire une bière ou un rhum. S'il y a plus que ça, les gens qui vont sur scène, ils font un travail de recherche, de mise en scène, d'orchestration, de choix de texte pour faire vraiment un spectacle.
Et c'est une difficulté actuellement à faire comprendre à un certain public de La Réunion que, comme je viens de te le dire, que le maloya, c'est pas juste une expression dans la cour comme ça, comme le maloya profane qui se fait. Quand on est sur une pratique scénique, c'est autre chose, c'est presque un métier. Et bon, ça, c'est pas vraiment... C'est diffusé, mais il y a toujours, on peut toujours faire mieux au niveau de la diffusion des artistes qui font le maloya à La Réunion et tout comme à l'extérieur, parce que on a un déficit d'image, les gens ne connaissent pas véritablement ce que c'est que le maloya. Il y a une grosse campagne de communication et de promotion qu'on devrait faire, qu'on doit faire pour reconnaître cet élément qui fait partie de la carte de visite de La Réunion. Comme quand on vient aux Antilles, moi qui suis réunionnais, qui ne connais pas grand-chose, bon, on me dit, bon, on va aux Antilles françaises, bon, c'est le zoo chez vous. Tu vois, bon, je caricature. On va à Cuba, on dit, bon, ben, Cuba, on utilise le terme salsa, même si salsa, ça vient de New York. On dit Cuba, c'est la rumba, c'est la salsa. Haïti, c'est le compas et tout ce que tu veux. Bon, après, bon, on peut aller dans toutes les musiques afro-descendantes des Amériques. Mais La Réunion, ben, nous, on a besoin de positionner le maloya comme étant notre élément culturel moteur, élément phare. Bien qu'il y ait le Sega aussi, qui est son pendant urbain, hein, traditionnel. Mais on a besoin de sanctuariser l'espace d'expression du maloya. Mais cette sanctuarisation ne passe pas que par la scène ou la reconnaissance dans le pays de l'Occident. Parce que pour beaucoup de gens, être reconnu dans sa culture, c'est d'être reconnu par l'occidental. Voilà, par celui qui a les pépettes, qui a le fric. Bah oui. Voilà. Donc, et moi, je travaille, je milite à ma façon pour que l'histoire de La Réunion et la géographie, tout ce qui compose notre identité, soit enseigné dans les écoles à La Réunion. Ça fait quelques années qu'on travaille, on met en place des ateliers avec différents acteurs culturels, je ne suis pas le seul à le faire, hein, autour de la connaissance et la vulgarisation des savoirs traditionnels de La Réunion, pour qu'on puisse être pleinement conscient de notre identité culturelle. Tu vois, à Maurice, ils ont le mauricianisme, c'est-à-dire qu'ils ont, depuis qu'ils sont indépendants, ils ont essayé de trouver qu'est-ce qui faisait le ciment de leur identité. Bon, avec des hauts et des bas, hein. Mais comme tout le monde, hein, quand on se cherche, on se perd souvent, mais on finit par se retrouver un petit peu. Ben, donc, nous, on bosse avec plusieurs personnes sur la reconnaissance de notre identité, par la reconnaissance et la connaissance de notre identité par une nouvelle génération, pour qu'elle soit plus acculturée et qu'on arrête de nous dire, bon, moi, je suis blanc de peau principalement, on va dire peut-être que j'ai des ancêtres gaulois, mais quand il y a d'autres gens à La Réunion qui sont très métissés, qui sont d'origine, comme je t'ai cité tout à l'heure là, qui te ressemblent aussi, hein, tu vois, qui te ressemblent très réunionnais, ben qu'ils aient connaissance de leur identité et qu'ils sachent que de cette souffrance qu'a été l'esclavage, l'engagisme, la misère dans laquelle on a vécu, ben on a réussi à avoir une certaine résilience et on a retiré de toute cette souffrance, on a retiré ce qu'il y avait de meilleur en nous, dans une certaine solidarité, un certain esprit de partage. Mais il y a des bons et des mauvais à La Réunion. Je ne suis pas chez les bisounours. Hein. Mais dire que grâce à la reconnaissance de ce maloya-là, on reconnaît l'identité réunionnaise. Le maloya, c'est, quand on parle de maloya, on parle de l'histoire. On parle de l'histoire de La Réunion. Qui est venu ici? Pourquoi? Dans quelle raison? Dans quelle mesure et dans quel secteur ils étaient? On parle d'agriculture, on parle de mystique, on parle de religiosité, on parle de médecine traditionnelle, on parle de tout ça. Donc, c'est très important pour moi, tout ça. Et je pense que le fait d'être connu à l'extérieur, c'est une bonne chose, mais de se connaître soi-même avant, quand on se lève, on se regarde, on se dit « Ah, je suis tout ça, à moi tout seul », c'est une richesse absolue. Je ne trouverai pas les mots pour... Là, pour le coup, La Réunion, c'est vrai que vous êtes l'exemple de faire de la richesse avec plein de cultures. Là où moi, le Martiniquais, je peux donner 2, 3, 4 ethnies principales, là, La Réunion, effectivement, ça porte bien son nom, en fait. Ouais, ça porte bien son nom. C'est très mélangé à La Réunion. Après, il y a des endroits où il y a plus comme de différents endroits, il y a plus d'afro-descendants dans les grandes villes où il y avait des usines sucrières ou des grands domaines agricoles, afro-descendants ou descendants d'Indiens tamouls, hein, les hindous, les tamouls, enfin les gens qui viennent d'Inde. Il y a d'autres régions aussi, comme moi où je viens de Saint-Joseph, il y a plus de descendants de petits blancs pauvres. C'est sociologiquement, c'est comme ça. Il y a quelques descendants
d'esclaves et d'engagés africains. Et et dans d'autres endroits, tu as beaucoup plus de gens, dans les grandes villes surtout, à périphérie des grandes villes, tu as beaucoup de gens qui sont des descendants des Chinois qui sont venus ici à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle pour travailler à La Réunion. Hein. Tu as des descendants aussi des Gujaratis qui vivent aussi dans les grandes villes. Ben, à La Réunion, par exemple, la ville où je suis né, l'église, elle est à 150 mètres de la mosquée. Ok. Le clocher de l'église, il est à 150 mètres de la mosquée sur une ligne droite. Et voilà, juste un exemple par rapport pour les gens qui sont dans l'Hexagone. Aux deux religions les plus connues qu'il y a en Hexagone, mais après, tu as d'autres grandes villes qui sont plus cosmopolites que nous. Enfin, cosmopolites, c'est pas forcément le bon mot, qui sont plus bigarrés que nous. Tu as dans un rayon de 150 mètres, tu as l'église paroissiale de la ville, tu as le temple hindou, tu as la mosquée. Tu vois, donc il y a plein de choses comme ça. En Hexagone, on n'y arrive pas. Alors, ben, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on est à La Réunion. C'est ça. Ça, c'est la beauté de La Réunion. Ok. Mon autre question, est-ce que tu peux nous donner un ouvrage si on veut se renseigner plus sur l'histoire, sur ce qu'est le Maloya, un livre, ou peut-être un reportage, je ne sais pas, quelque chose qui peut nous permettre d'aller chercher plus d'informations que ce que tu nous as déjà dit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques reportages très intéressants sur l'île de La Réunion qui sont sur les plateformes de visionnage, hein, comme YouTube. Tu tapes Maloya, ou île de La Réunion, tu as des choses qui vont te parler de la musique de La Réunion, des grandes figures de la musique. Pardon. Et aussi, tu as quelques rares ouvrages sur le Maloya, dont l'ouvrage que moi j'ai sorti en 2011, et là c'est la réédition 2018. C'est Au rythme de Maloya, c'est un peu mon témoignage de tout ce que j'ai pu découvrir sur le Maloya. Le Maloya, c'est avant tout une musique transmise de manière orale. Et dans cet ouvrage-là, j'ai condensé une partie du savoir que j'ai pu accumuler pendant toute mon existence, on va dire, sur le Maloya. Donc, c'est un ouvrage qui n'existe plus en format papier. Et on le retrouve sur un site internet qui s'appelle lulu.com, lulu.com, et qui est, il est en téléchargement contre rémunération, bien entendu. Hein, on achète l'ouvrage en format numérique sur ce site-là. Et on pourra découvrir comment sont fabriqués les instruments du Maloya, d'où vient le Maloya, quelles sont les influences culturelles du Maloya, comment on joue le Maloya, et quels sont les instruments. Et aussi, j'ai un lien sur ma page YouTube, Stéphane Grondin, la maison du Maloya, où j'explique que c'est une des rares vidéos pédagogiques où où on montre les différentes frappes du rouleur, le rouleur, le tambour du Maloya, comment on en joue. Et il y a quelques autres vidéos aussi que j'ai mises en ligne aussi sur ce site-là. Et les gens qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur ma page Facebook, La Maison du Maloya. Là-dessus, il y a une grande quantité de vidéos, d'explications, de textes, de Maloya qui sont chantés, différents styles de Maloya, des photos historiques, des biographies. C'est une des seules sources de connaissances accessibles très facilement par les Kidam, quoi. Là, vous tapez La Maison du Maloya sur Facebook ou sur YouTube et vous allez avoir un maximum d'informations là-dessus. Et si quelqu'un veut faire l'acquisition de l'ouvrage, il va sur lulu.com et il aura cet ouvrage-là en version numérique. Ok. Le lien pour le livre, il sera sur la vidéo dès qu'elle sera sur YouTube. Donc, si vous la voyez sur YouTube, c'est dans la description. Bongo,